Top. Ben, écoutez, merci à tous pour votre présence sur ce webinaire-là. Donc, avant de laisser la parole à notre invité, permettez-moi de présenter un peu l'association qui organise ce webinaire-là aujourd'hui. Donc, nous sommes une association loi 1901, basée principalement en France, mais on mène des activités dans beaucoup de pays, donc notamment la Guinée et la Côte d'Ivoire pour l'instant. Et on est présent en France, en ce qui concerne la France, on est présent à Paris et à Orléans pour l'instant. Donc, nous sommes une association qui est créée en 2024. Donc, nous faisons principalement de la sensibilisation, donc sensibilisation sur les thématiques cyber, donc tout ce qui est vraiment l'hygiène numérique, la sensibilisation sur les bonnes pratiques de sécurité, que ce soit pour les développeurs, mais aussi pour les personnes, les particuliers, les familles, les collectivités, afin d'avoir une posture de sécurité face aux menaces qui ne cessent d'augmenter donc d'année en année. Donc voilà, c'est une association qui a été créée en 2024. Et aujourd'hui, l'association, elle est présente, comme je l'ai dit, dans pas mal d'endroits, en France, en Côte d'Ivoire. Et nous avons aujourd'hui des membres qui sont répartis aussi, nous avons des personnes qui sont aux États-Unis. Et au sein de l'association, nous couvrons pas mal de secteurs. Nous avons des profils pentest, nous avons des profils, tout ce qui est organisation, GRC, accompagnement audit, tout ce qui est vraiment DevSecOps. Je vais juste accepter certaines personnes. Et nous avons aussi des personnes qui sont orientées vraiment à tout ce qui est recherche d'informations, donc de l'OSINT, donc tout ce qui est vraiment enquête et du forensique. Et donc voilà, aujourd'hui, l'association elle est composée vraiment de profils assez variés et qui nous permet de couvrir vraiment l'ensemble des scopes de la cybersécurité. Et en termes de mission aujourd'hui auxquelles on s'est fixé, vraiment la première mission, c'est la sensibilisation. Donc, ce qui va occuper vraiment la moitié de notre activité. Ensuite, nous faisons des formations, mais aussi des webinaires donc, sur des thématiques cyber. Ensuite, nous accompagnons des communes, des collectivités, mais aussi des PME, mais aussi des entreprises fintech. On a y accompagné certaines fintech en Guinée autour de la sécurisation de leurs actifs, mais aussi de leur organisation. Donc, nous travaillons aussi en étroite collaboration avec les écoles, les universités, afin de créer vraiment cette passion autour de la cybersécurité. Et nous produisons des contenus autour de la cybermenace un peu partout en France, en Guinée et en Côte d'Ivoire. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser sur ce qui concerne l'association. Ensuite, second slide, nous avons en termes d'impact, donc les activités que nous menons aujourd'hui ont un impact considérable sur vraiment la réduction des cyberattaques et aussi des fraudes, notamment ce qui concerne aujourd'hui le fintech qu'on a eu à accompagner. Et nous contribuons aussi à la maturité cyber des organisations, mais aussi des collectivités, notamment à Paris, aussi à Orléans. Donc nous participons vraiment à cette culture cyber des citoyens en faisant énormément de sensibilisation et en encourageant vraiment la culture éthique de la cybersécurité. Parce que la cybersécurité, tout le monde pense tout de suite vraiment à être attaquant. Et nous, on s'inscrit vraiment de l'autre côté, des personnes qui ont des compétences, mais qui vont vraiment utiliser cette compétence-là à défendre les organisations, à défendre les citoyens, mais aussi à protéger vraiment les familles, les enfants face aux menaces qui ne cessent de croître sur Internet. Et en termes d'actions qu'on a pu mener aujourd'hui, on a accompagné certaines entreprises, notamment des fintech. On a accompagné une fintech. Aujourd'hui, nous sommes en train d'accompagner notre entreprise dans la sécurisation de son organisation. Nous avons pas mal de mentorés aujourd'hui dans l'association qui accompagnent des étudiants qui sont intéressés vraiment, qui accompagnent ces étudiants à avoir non seulement des compétences en cybersécurité, mais aussi pour développer leurs compétences, mais aussi leurs passions autour de la cybersécurité. Nous organisons aussi des CTF, donc le Kodak, vraiment une compétition cyber orientée, destinée pour les développeurs, mais aussi pour les étudiants. Et nous envisageons dans les années à venir, notamment en 2026, d'organiser une tournée cyber dans différentes communes, donc entre la France et certaines villes en Afrique. Donc l'idée, c'est vraiment briser cette frontière et aussi permettre aux villes de communiquer et partager les menaces cyber.
Et nous avions entrepris une bande dessinée cyber qu'on pourra terminer peut-être bientôt, donc autour de la cybersécurité, afin de vraiment véhiculer un message avec un format assez ludique qui va tout de suite s'intéresser ou vraiment parler aux enfants, aux familles avec un langage qui les est familier. En termes d'équipe, notre équipe est composée de personnes très motivées, vraiment de personnes de tous les profils aujourd'hui. Donc, moi, je suis Salih Diawara, je suis le président de l'association, donc je suis le fondateur de l'association Sécurité Maïté. Et nous avons Élodie Lessout, qui est chef d'entreprise aussi, qui est la vice-présidente. Et nous avons des membres très actifs, notamment Russell, qui est le responsable stratégie et développement de l'association, Nifa, qui est le responsable du pôle cyberdéfense et toute la partie de menaces et Amadou qui est basé aux États-Unis, donc qui travaille sur la partie audit et accompagnement des organisations. Donc, ça, c'est le conseil d'administration, je vais y arriver. Ensuite, nos équipes sont réparties un peu partout dans les villes où on intervient. Donc, nous avons des équipes basées à Paris. On a une équipe basée à Paris qui est pilotée par Russell, donc qui travaille sur des sujets de GRC, de gouvernance, tout ce qui est la partie audit et accompagnement des organisations. Nous avons également une équipe basée à Orléans, composée principalement d'étudiants très passionnés, donc qui essaient de travailler vraiment sur les aspects, les thématiques cyber du point de vue local, sur la région Loiret, Centre-Val de Loire. Nous avons également une équipe qui est basée à Abidjan, qui mène des activités en ce qui concerne le côté d'Abidjan. Nous avons aussi une équipe basée à Conakry. Donc, basée à Conakry, nous avons Ibrahim qui est le responsable de l'équipe de Conakry et d'autres personnes qui forment cette magnifique équipe. Donc, on essaie vraiment de co-construire, vraiment créer une sorte de franchise dans la cybersécurité afin de vraiment briser ces cloisons entre les différentes villes, parce que la menace cybersécurité, la cybermenace n'a pas de frontières. Donc, vous allez avoir Orange qui est basé en Guinée, qui a ses filiales donc, un peu partout. Donc, la menace, elle est vraiment mondiale. L'idée vraiment de l'association, c'est de créer ce pont entre les villes ou entre les pays dans lesquels nous opérons. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Donc, voilà, l'association, elle est ouverte à tout le monde, les étudiants, les professionnels, vraiment des passionnés. Donc, pour sensibiliser les gens autour de ces thématiques qui parlent à tous. Attendez, je vais juste accepter cette personne. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend, Diawara. Ok, très bien, merci. Donc, avant de laisser la parole à notre invité qui va nous présenter cette thématique qui est très intéressante, qui touche aujourd'hui pas mal de pays, donc ce qui concerne le CTI. Donc, je vais aller un petit peu plus vite. Et en termes de projet, donc, comme je l'ai dit, donc, nous faisons des CTF, donc le CODAC, c'est des compétitions cyber qu'on va organiser en 2026. Et nous envisageons de faire une tournée cyber des communes à cheval entre Paris, Orléans, Abidjan et Conakry. Donc, sans tarder, je vais laisser la parole à notre invité qui va nous présenter son sujet. Famoussa, est-ce que tu m'entends? Oui, 5 sur 5. Super. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui viennent te découvrir? Ok, j'ai un slide justement pour ça. Ok, je te laisse partager ton slide. Si vous avez des questions, je peux répondre aux questions. Nous avons aussi des membres de l'association, donc je tiens à saluer la présence de mes collègues. Donc, si j'ai dit des choses qui sont incohérentes, vous pouvez me rectifier. Voilà, si vous avez des questions, je suis prêt à répondre, ou quelqu'un de l'association est prêt à répondre. Je te laisse partager ton écran comme ça. Allez, super, merci à toi. Est-ce que tu vois bien mon écran? 5 sur 5 pour moi, oui. Ok. Parfait. Ok, donc bonjour à tout le monde. Bienvenue dans ce webinaire dont le thème porte sur l'état de la cybermenace en République de Guinée.
Donc, pour commencer, je ne sais pas si vous voyez mes slides encore, ça a figé de mon côté. C'est un petit peu grisâtre chez moi. Je n'ai pas l'impression de Oui. voir les écritures. OK, c'est bon. Donc, moi, je m'appelle Mfamoussa Kounonanamou. Je suis candidat à la profession des ingénieurs. Je dispose de plusieurs certifications professionnelles, notamment CISM, CISA, CEH. Donc, je ne suis pas une intelligence artificielle, j'ai juste bel et bien. Et je suis ingénieur d'État en sécurité des systèmes d'information à l'INSEAD de Rabat. J'ai été boursier et lauréat de l'État guinéen au Maroc. Je suis actuellement finissant au doctorat en cybersécurité à Polytechnique Montréal. Également, je suis chargé de cours dans ces mêmes établissements, donc Polytechnique Montréal, et dans un cégep de la place appelé le Collège La Salle. Je suis fondateur de l'association à but non lucratif Guinéenne Cyber Security Task Force, qui a pour objectif d'insuffler l'esprit de la cybersécurité à toutes et à tous, notamment en République de Guinée. Et pour me rejoindre, vous pouvez me contacter via mon adresse courriel nanomo224@gmail.com ou via les réseaux sociaux LinkedIn, X, anciennement Twitter, Facebook et par courriel. Donc, un avertissement quand même important concernant cette présentation. Les opinions qui seront exprimées dans cette présentation sont strictement personnelles et n'engagent ou ne reflètent aucunement les institutions auxquelles je suis affilié. Ensuite, il faut savoir que les cyberattaques sont des crimes qui sont sévèrement réprimandés partout au monde. Le caractère transfrontalier de l'Internet ne garantit aucune impunité. Donc, toute atteinte à un système d'information sans autorisation explicite de l'auteur vous expose à des poursuites judiciaires où que vous soyez dans le monde. Donc, on pourra vous retrouver et vous ferez face à la rigueur de la justice. Quelques cadres juridiques en République de Guinée. Vous avez notamment 3 lois qui ont été notamment promulguées en 2015-2016. La première porte sur régit le secteur des télécommunications et définit les obligations des opérateurs et utilisateurs. La seconde encadre les transactions électroniques qui permet de garantir leur fiabilité et leur sécurité. Et enfin, la dernière protège les citoyens et les citoyennes contre la cybercriminalité et permet de renforcer la protection des données à caractère personnel. Enfin, j'aimerais marquer le fait que cette présentation est loin d'être un cours magistral. Donc, ce n'est pas du tout un cours sur le renseignement sur les cybermenaces, mais plutôt un point sur l'état de la menace en République de Guinée. Donc, voici le sommaire que nous allons suivre dans cette présentation. Je commencerai par introduire le sujet. Ensuite, je vais présenter le portrait cyber de la République de Guinée. Je vais également rapporter les activités qui ont eu lieu notamment en 2023 et 2024. Et dans ce sens, je vais présenter les sources de données que j'ai utilisées pour cette présentation, le périmètre qui est couvert. On va parler de l'état de la menace proprement parlé. Et enfin, je vais citer 2 incidents majeurs qui se sont passés en Guinée et comment est-ce que cela a été géré du côté de l'ANSSI et de ses partenaires. Avant de terminer, je vais donner quelques recommandations stratégiques à destination de nos pouvoirs publics, mais aussi des citoyens. Et enfin, je conclurai cette présentation avec une ouverture. Donc, commençons par l'introduction. Aujourd'hui, nous avons un bouleversement total des stratégies de guerre, à savoir que dans le document ou dans le livre « L'art de la guerre » de Senchuk, le renseignement est mentionné comme étant le pilier central de la victoire.
Ça veut dire que on est passé d'une certaine forme de guerre, à savoir la guerre traditionnelle, où on déployait des soldats sur le terrain, et cela avait pour conséquence des pertes en vies humaines, des pertes, des dommages sur les matériels militaires utilisés qui coûtent extrêmement cher. Et dans ce sens-là, les services de renseignement du monde entier considéraient jusqu'à maintenant le renseignement uniquement d'ordre économique, militaire, financier ou humain. Mais avec la guerre moderne, qui consiste à déployer finalement les cybersoldats uniquement derrière des machines, c'est-à-dire à des centaines et des milliers de kilomètres du théâtre de guerre, cette nouvelle forme de guerre se passe désormais avec le renseignement cyber, c'est-à-dire l'information qui est exploitée et exploitable par les pouvoirs publics pour prendre des décisions éclairées. Ainsi, le cyberespace s'impose tout naturellement comme étant le 5e champ de bataille après la terre, la mer, le ciel et l'espace aujourd'hui. Donc, on est passé d'une guerre traditionnelle qui s'est faite sur le terrain vers une guerre moderne qui a pour champ de bataille le cyberespace. Et c'est de cette forme de cyberguerre que nous allons parler dans cette présentation. Alors, voyons voir un peu le portrait cyber de la République de Guinée. Il y a une institution, donc à savoir l'Union internationale des télécommunications, qui effectue des études annuelles au sujet de tous les pays dans le monde entier. Dans son étude de 2020, la Guinée a marqué une progression très significative en termes de mesures légales, mesures de coopération, renforcement des capacités et mesures organisationnelles qui sont des piliers définis dans l'index global de cybersécurité de l'Union internationale des télécommunications. On peut remarquer sur ce graphique d'à gauche qu'en 2024, la Guinée s'est placée tout au-dessus de la moyenne de la région africaine dans 4 piliers sur 5, chose qui est louable et qui réconforte donc l'effort déployé dans tout ce qui est cyber en Guinée, notamment la création d'une agence à compétence nationale, l'ouverture des cadres juridiques dont j'ai parlé tantôt en introduction, et tant d'autres projets qui commencent peu à peu à voir jour. Dans ce même document, on peut voir notamment qu'en 2024, la Guinée a atteint un niveau de performance, le niveau de performance 3 qui correspond à un établissement, c'est-à-dire que on a déjà construit la base et puis on a dépassé l'étape de l'évolution. Maintenant, on est à l'étape d'établissement des 5 piliers définis par l'index global de cybersécurité. La prochaine étape serait de renforcer tout ce qui a été acquis dans le niveau de performance 3 et plus tard d'en définir un rôle, un modèle de rôle qu'on peut partager avec la communauté cyber. Donc, on peut retenir que les domaines de force de la Guinée sont les mesures juridiques, comme je l'ai dit tantôt, et organisationnelles. Cependant, elle doit continuer à améliorer ses mesures techniques de développement des capacités et de coopération, chose que nous reviendrons sur ces différents éléments par la suite. En troisième lieu, aujourd'hui, je vais un peu m'attarder sur le rapport d'activité de l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information en République de Guinée. Donc, commençons d'abord par ce que je vais appeler les sources de données. Finalement, sur quoi se base une agence à compétence nationale pour récolter des informations et en faire et la partager donc avec ses partenaires pour l'utiliser dans des prises de décisions stratégiques. Donc, les premières sources de données émanent du ministère des Postes et Télécommunications et de l'ANSSI, justement.
à travers les différents projets que nous verrons. Donc, ce sont deux organismes nationaux. Et ensuite, au niveau régional, au niveau régional, en Afrique de l'Ouest, on a le projet OCEWAR, qui a différentes autres déclinaisons, mais ici, la déclinaison OCEWAR-C pour cybercrime, lutte contre la cybercriminalité en Afrique de l'Ouest. On a également AfriPol, qui est un autre écosystème au niveau africain. Et également au niveau du crime transfrontalier, on a Interpol et l'ONU, la branche cyber de l'ONU, ONUDC, qui lutte contre les crimes et la drogue. Au niveau de l'ANSSI, il y a notamment un projet en place, un projet de signalement des cybermalveillances qui a été mis en place courant 2025, qui s'appelle Gamasutra. Et la mise en place de cette plateforme-là a suscité un tel engouement que aujourd'hui, donc l'ANSSI a été obligé de mettre sur pause parce qu'il y a eu plein de signalements qui ont été reçus et il y a un manque réel de compétences pour pouvoir traiter donc tous ces signalements qui ont été remontés. Donc, ça fait que les signalements et les plaintes qui ont été déposés sont en cours, la plupart sont en cours de traitement, donc c'est énorme. Et il faut des compétences opérationnelles pour pouvoir traiter le tout dans un temps adéquat. D'autres sources de données, ça va être des sources ouvertes, donc des sources d'intelligence ouvertes, OSINT. On utilise généralement donc des outils comme OSINT Industries, Maltego, Shodan, qui sont des plateformes de renseignement utilisées dans des opérations cyber au sein de l'ANSSI. Il y a également d'autres plateformes plus centrées sur la cybermalveillance, comme FLAR Cybersecurity, QRadar, qui est une solution SIEM, mais qui intègre des parties de remontée des indicateurs de compromission. On a également CrowdStrike dans la même lignée. Et plus généralement, les plateformes de partage donc des renseignements cyber, OpenCTI et MISP qui sont couplés pour partager donc les informations actionnables avec les partenaires de l'ANSSI. Donc, entendez par partenaire de l'ANSSI tout ce qui va être État, administration, collectivité, entreprise, particuliers aussi, qui sont directement sous la coupe de l'ANSSI. Donc, il y a également d'autres plateformes. Donc, ici, la liste n'est pas exhaustive, qui sont utilisées par l'ANSSI et ses partenaires dans la lutte contre la cybercriminalité et dans leur mission régalienne. Alors, c'est quoi le périmètre qui est couvert par cette présentation? Donc, on commencera déjà par tout ce qui est État, tout ce qui concerne l'État, l'intégrité de l'État. Ensuite, on a le gouvernement, les administrations et les collectivités locales, les entreprises, qu'elles soient privées ou publiques, établies ou qui opèrent en République de Guinée. On a les citoyens et les citoyennes guinéens, également toute personne qui est établie en Guinée et qui rentre justement dans le cadre de la définition de la société guinéenne. Au sein de l'ANSSI, donc dans l'activité de 2025, il y a 286 infrastructures d'importance vitale de l'État, ainsi que des organismes d'importance vitale qui ont remonté donc des informations et que l'ANSSI exploite. Puis l'ANSSI a essayé aussi d'intervenir donc lorsque ses compétences sont sollicitées pour répondre à certains incidents cyber d'envergure. Et on va parler notamment de deux faits saillants parmi ces incidents remontés au courant des années 2023 et 2024. Donc, il y a également plusieurs milliers de citoyennes et citoyens guinéens qui déposent régulièrement des plaintes au niveau de l'ANSSI.
comme je le disais à l'entame, il y a aujourd'hui un manque cruel de compétences, donc c'est quelque chose sur laquelle je vais revenir. Il nous faut développer donc des compétences cyber en République de Guinée pour pouvoir répondre à cette demande croissante et cette sollicitation croissante de l'ANSSI. Donc, on a de plus en plus de demandes des citoyens et des individus qui sont effectuées et qui va concerner en particulier certains types de menaces que je vais présenter par la suite. Au niveau de l'état de la cybermenace, donc, quelles sont finalement les opportunités pour les acteurs de menaces qui vont cibler la République de Guinée? Il y a aujourd'hui une démocratisation ou alors une envie ou une stratégie de l'État à pouvoir aller vers la digitalisation de ces services. Donc, on a le e-government qui consiste à ouvrir donc les services publics en ligne. On a le e-administration qui permet également... Comment? Allô? Je pense que tu peux continuer. Hein, OK, parfait. Donc, on a aussi le e-administration donc, qui consiste à transmettre à transporter sur le numérique ou sur les technologies du numérique tous les services offerts par les administrations et les collectivités locales. On a également la prolifération ou l'augmentation significative des affaires en ligne. Donc, on va y revenir. Et enfin, on a l'utilisation massive, l'adoption massive de la philosophie Bring Your Own Device qui consiste à apporter son propre équipement au travail. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises guinéennes ou même l'État ne met pas à disposition de ses employés, des travailleurs, des fonctionnaires, etc., tout ce que vous voulez, le matériel adéquat pour effectuer le travail. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas une certaine étanchéité entre tout ce qui est professionnel et personnel. Et ça, c'est une opportunité pour les personnes qui ciblent justement ces acteurs ou ces organismes-là. Donc, on peut voir sur la droite donc, tout ce qui est mis en emphase. On a une agence nationale de digitalisation de l'État qui est créée et qui a pour mission de justement piloter les services de digitalisation de l'État. De concert avec l'ANSUTEN, bien sûr, qui aussi œuvre dans pas mal de projets digitaux qui concernent la Guinée. Quand je parlais tout à l'heure de e-administration et e-administration et e-government, on a les services, pas mal de services qui sont ouverts au public, notamment le service de déclaration des impôts et taxes, la plateforme Servir 224 qui a été massivement, qui a subi à un moment donné donc l'effet de buzz. On a la plateforme de demande de visa en ligne donc pour voyager sur la Guinée, donc la plateforme de la police aux frontières et également la plateforme de la Caisse nationale de sécurité sociale, parmi tant d'autres qui sont aujourd'hui donc des opportunités donc, pour des attaquants qui souhaiteraient attaquer la Guinée parce que ce sont des services qui sont ouverts en ligne et qui parlent de l'ouverture des services en ligne parle forcément à un certain moment, des cybermenaces qui vont viser ces services ou ces applications. D'autre part, on a des nouveaux projets. Donc, plus on a on a des nouveaux éléments, plus on a des cybermenaces qui vont viser ces environnements-là. Donc, on a notamment bientôt les élections présidentielles en Guinée. Donc, ça consiste également, ça va constituer des opportunités pour des cybermalveillants pour mener soit des campagnes de désinformation, soit saboter donc, les élections en Guinée, etc. Donc, dans la même lignée, il y a également le projet ou le programme Simandou 2040, qui est aujourd'hui un programme phare pour la République de Guinée. Et donc, l'État et le gouvernement sont engagés à mener à bout ce projet. Donc, ça peut être également des opportunités pour des
des attaquants adverses hein, pour pouvoir saboter ces projets, etc. On a récemment entendu aussi parler de la mise en place du Data Center National Tier 3, donc, qui peut également être la cible puisque c'est une plateforme qui sera destinée à héberger donc, les données guinéennes. Donc, quoi de mieux pour un attaquant que de cibler le seul endroit où seront collectées donc, les informations critiques de l'État. On a également récemment la création du NIC Guinée, donc, qui est l'association qui chapeaute, on va dire, le nom du domaine national, donc le .gn, et la création donc ou le rapatriement de la gestion de ce domaine en Guinée s'accompagne aussi par son lot de défis, que ce soit des défis techniques, mais également des menaces qui pèsent sur ça, parce que si parce qu'aujourd'hui, la difficulté pour les attaquants, on va y revenir plus tard, c'est de pouvoir identifier les infrastructures critiques de la Guinée, étant donné que chacune de ces infrastructures ou chacun de ces systèmes d'information industriels sont placés derrière des noms de domaines qui ne mentionnent pas ou qui ne se rapportent pas forcément à la Guinée. Donc, si on regarde Servir, à l'exception de Servir 224, où le 224 pourrait se ramener à la Guinée, mais d'autres plateformes restent neutres pour les attaquants. Donc, c'est un peu plus difficile pour les attaquants de cibler la Guinée dans ce sens-là. Mais avec le rapatriement du .gn, donc qui permettra à l'État d'héberger tous ces services derrière un .gn, c'est plus facile pour un attaquant de créer un webcam ou de créer un certain pattern pour identifier toutes les infrastructures guinéennes qui sont en .gn. Et donc, de façon sectorielle aussi, hein, on a le .edu.gn qui peut être ciblé, .gov.gn, etc. Donc, vous voyez l'immensité des possibilités ou l'opportunité qu'ont les attaquants si jamais des mesures adéquates ne sont pas prises pour correctement sécuriser donc, ou protéger tous ces projets-là, toute cette ambition, toute cette stratégie nationale dans le sens de la digitalisation de la Guinée. De l'autre côté, et non des moindres, on a des faiblesses techniques parce qu'aujourd'hui, force est de constater que la plupart des plateformes, des services en ligne utilisent des systèmes de gestion, des CMS, donc, notamment WordPress, Drupal, etc. Donc, et on remarque que ces plateformes ne sont pas régulièrement mises à jour ou que il y a un manque cruel de gestion, de compétences pour pouvoir correctement sécuriser ces plateformes-là. Donc, être sur le numérique, c'est bien, mais il faut l'être de la bonne façon. Donc, pour ne pas disparaître ou pour ne pas divulguer des informations qui risqueraient de porter préjudice ou de mettre en péril le fonctionnement de la société guinéenne. Également, autre opportunité pour les attaquants, c'est qu'aujourd'hui, on a une certaine accessibilité de l'intelligence artificielle par les utilisateurs. Et ça, c'est un couteau à double tranchant. En fait, nous qui sommes du côté du bon côté de la force, hein, la défense, je veux dire, on l'utilise au quotidien pour pouvoir détecter rapidement ou améliorer donc les mécanismes de défense qu'on met en place. Mais les attaquants peuvent également l'utiliser pour affiner ou pour sophistiquer leurs attaques. Donc, ça fait que c'est un outil qu'il faut complètement maîtriser pour pouvoir anticiper, pour pouvoir correctement se protéger contre des menaces émergentes.
Donc, quelques statistiques qu'on va avoir, qu'on a observées au sein de l'ANSSI concernant donc tous les signalements qu'il reçoit. Au compte de l'année 2025, la plateforme a vu son audience, la plateforme Gamasutra a vu son audience croître de façon très significative pour atteindre plus de 800 000 visiteurs uniques. Donc, ce qui montre l'engouement qu'a fait donc, la mise en place de cette plateforme. Donc, ça montre le besoin réel existant pour une telle plateforme, un seul lieu où les citoyens, les entreprises, les administrations peuvent déposer de façon plus formelle leurs plaintes, remonter leurs incidents, effectuer des signalements qui vont pouvoir être utilisés par l'ANSSI pour répondre efficacement et de façon efficiente aux menaces auxquelles font face notre pays. Donc, au courant de des années 2023, 2024 et 2025, cet incident, donc je ne dirais pas majeur, hein, 7 incidents de façon générale ont été déclarés et il y a environ 133 signalements uniques. Donc, ça veut dire qu'il y a des signalements qui ont été dupliqués. Donc, si on prend en termes de signalements uniques, ça va atteindre les 133 signalements. Ça, c'est sans compter les signalements qui se font par voie orale, parce que dans notre pays, tout ce qui est urgent, on essaie un peu d'outrepasser la procédure normale, donc c'est-à-dire effectuer ou déposer de façon plus formelle la plainte ou l'incident ou le signalement auprès de la plateforme dédiée. Donc, comme je le disais à l'entame, cette plateforme-là, depuis sa mise en place, elle a connu un tel engouement qu'il y a eu plein de signalements ou plein de personnes aussi de mauvaise foi qui ont déposé qui ont effectué des déclarations, on va dire, un peu bidons pour surcharger donc le service dans le traitement ou dans le triage d'abord dans un premier temps des signalements et dans leur priorisation. Donc, ce qui fait que bien sûr, c'est une plateforme qui permet à la plupart des personnes de signaler des problèmes sérieux, mais également d'autres personnes l'utilisent pour faire de la blague. Donc, ces personnes-là, c'est l'occasion de leur dire de faire attention parce que si jamais l'ANSSI ou d'autres ou le gouvernement décidait de les identifier, c'est possible de les identifier et donc ils vont pouvoir faire face à des accusations. De l'autre côté, maintenant qu'on a vu les opportunités pour les attaquants, quelques statistiques des menaces qui ont été observées au cours des 3 dernières années, on va voir également au cours de cette même période, c'est quoi les tendances clés des menaces qui ont été observées. Donc ici, l'idée, c'est pas de définir un certain ordre, hein, ou alors de donner des détails plus techniques parce que ça relève un peu de la défense. Donc, ici, je vous présente globalement dans un certain ordre les menaces qui ont été de façon significative observées au cours de ces dernières années. Donc, au rang numéro 1, on a la désinformation, que ce soit là, par exemple, sur les réseaux sociaux ou par autres canaux de communication. Aujourd'hui, à chaque opportunité, donc il y a des personnes malveillantes qui utilisent chaque opportunité, chaque occasion pour pouvoir effectuer de la désinformation. Surtout aujourd'hui avec l'adoption massive de l'intelligence artificielle, le deepfake qui fait son entrée. Donc, les informations paraissent de plus en plus crédibles et donc ça rend un peu la tâche difficile aussi à l'État de pouvoir démêler le vrai du faux et même aux citoyens qui n'ont pas les moyens de le faire. Donc, ça crée une certaine panique, ça peut créer certaines situations non sollicitées au sein de la société.
Donc, cette menace est suivie de près par le cyberharcèlement sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, sur TikTok. On assiste à du cyberharcèlement de certains citoyens, de la plupart des citoyens. Donc, généralement, ça va être des personnes, ça va cibler soit des personnalités publiques ou alors des personnes qui sont plus ou moins vulnérables. En troisième lieu, on a la fraude au service de paiement mobile. Donc, aujourd'hui, en République de Guinée, donc, il y a, je dirais, quasiment toute la population a un compte, soit Orange Money ou MTN Money ou autre. Donc, ça fait que il y a des arnaques qui sont de plus en plus organisées autour de ces services de paiement mobile. Et ça figure au troisième rang de tendance de cybermalveillance observée. Donc, à côté de cette fraude, il y a également d'autres fraudes qui sont observées, mais qui viennent un peu plus loin dans la liste, notamment la fraude à la carte bancaire, la fraude documentaire, ça veut dire la falsification des documents. Donc, notamment aujourd'hui, on voit la plupart des administrations, des collectivités qui publient officielles, qui publient de façon, qui publient publiquement des documents dans lesquels on peut clairement voir les signatures, on peut voir des cachets. Et donc ça, c'est des menaces. Ce sont des éléments que des personnes malveillantes réutilisent pour faire des fraudes documentaires. Donc, dans des conseils qu'on prodige également, c'est de faire en sorte de ne pas publier sur les réseaux sociaux sa signature manuscrite ou alors son cachet, donc parce que sinon d'autres personnes pourraient l'utiliser à mauvais escient. Continuant dans cet élan, on a l'usurpation d'identité aussi qui fait son entrée. On voit de plus en plus de personnes qui créent des pages sur les réseaux sociaux en usurpant l'identité d'autres personnes. Et ça, c'est problématique parce qu'ils peuvent, à travers ces comptes-là, faire dire des choses que les personnes légitimes n'ont jamais dites. Donc ça, c'est également des menaces qui ont été observées au cours de ces dernières années. On a également le piratage des comptes, donc que ce soit les comptes sur les réseaux sociaux, les comptes sur les différents services étatiques, qui sont mine de rien aussi des tendances très d'actualité. Et la plupart des citoyens, des particuliers remontent généralement uniquement ces types de menaces. Donc, les signalements, les 133 signalements dont j'ai parlé tantôt, là, concernent dans sa globalité les piratages de comptes sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, WhatsApp, TikTok, le compte Gmail, etc. Et en fin de cette liste-là, on a la sextorsion. Aujourd'hui, moindre, on va dire que la jeunesse, c'est un peu... les réseaux sociaux sont montés à la tête de la plupart des personnes. Hein. Ils essayent de diffuser des images des images à caractère sexuel sur les réseaux sociaux en demandant ou en mettant la pression sur les victimes de leur devoir, soit de l'argent ou de leur rendre des services contre la suppression définitive de ces informations-là. Donc, c'est également une menace qui a été largement observée au cours des dernières années. Et même pour certaines personnalités publiques, politiques, on a assisté aussi à l'utilisation de l'intelligence artificielle à quelques moments, je ne dirais pas toutes, pour nuire à leur réputation, à leur image. Et on peut rajouter à cette liste-là quelques menaces, non des moindres, qui concernent également, qui ont été aussi observées par endroits, mais pas beaucoup. On a le piratage d'applications ou des sites web qui ciblaient généralement donc, les organismes publics ou alors les entreprises privées, les PME généralement, qui n'ont pas les moyens ou qui n'ont pas le luxe de
se payer des personnes capables d'apporter la sécurité minimale à leurs services en ligne. On a remarqué aussi donc, des attaques par rançongiciel qui ont ciblé notamment deux entités dont je vais parler par la suite. Donc, l'exemple que je vais prendre par la suite va se concentrer sur deux cas de rançongiciel ou deux cas d'attaque qu'on a eu et qui ont fait un peu la une des médias. Alors, le premier exemple, le premier cyber-incident marquant concerne une certaine entité dont je ne peux pas divulguer le nom parce que ça n'a pas été médiatisé. Par contre, la deuxième, j'ai le droit de divulguer parce que ça a été médiatisé. Donc, le 24 mai 2023, un hyperviseur qui héberge certaines plateformes de cette entité a été la cible directe d'une cyberattaque de type rançongiciel qui a entraîné le cryptage de ces machines virtuelles qui sont hébergées sur son hyperviseur de type 1, donc barre métallique, et qui a eu pour impact la perte de ces sauvegardes. L'attaquant opérait sous le pseudonyme de Gazprom, et il a crypté les fichiers et laissé une note de rançon en menaçant de publier les données volées si jamais un paiement n'était pas effectué dans les 24 heures qui suivaient. Donc, l'ANSSI a pris à bras le corps cette menace, puis elle a essayé de neutraliser et de répondre à cet incident de la façon la plus correcte possible. C'est pour cette raison que vous n'avez pas entendu publiquement cette cyberattaque, en tout cas d'envergure, qui ciblait cet organisme. Donc, l'analyse du malware laissé par ce groupe de cybercriminels a confirmé qu'il s'agissait d'une variante du rançongiciel Quanti, qui est un rançongiciel bien connu. Donc, la disponibilité de l'information partagée par la communauté cyber, donc le renseignement d'origine cyber, a permis très rapidement d'éradiquer et de contenir cette attaque qui a ciblé donc l'organisme public dont je me réserve le nom, de divulguer le nom. Donc, on peut voir sur ces 4 images les informations qui ont été chiffrées sur les machines virtuelles de cet organisme-là. Donc, ça concernait quand même des données très critiques, des données sensibles. Mais force est de constater qu'il n'y a aucun dommage n'a été observé, donc aucune divulgation d'informations. Il s'agissait simplement de cryptage des données sur place et non pas d'exfiltration. Donc, l'exfiltration n'a pas eu lieu, mais je peux confirmer qu'il y a eu bel et bien un cryptage des données. Donc, alors, pardon, ça n'avance pas. Qu'est-ce qui se passe? On a peut-être été victime d'une attaque. OK. Donc, je disais, il y a eu un message de rançon qui a été laissé par ces groupes de cybercriminels dorénavant bien connus. Donc, il s'agit du groupe Gazprom. Puis, le type d'attaques qui ont été utilisées, donc les TTP, les techniques tactiques et les procédures utilisées. Au niveau de l'accès initial, c'est le TTP, la technique T1190. Dans la phase d'exécution, on avait plusieurs techniques qui étaient possiblement exploitées. Et notamment dans notre cas, c'était la T1219. Les attaquants ont essayé de vader aux mécanismes de défense en place en utilisant également différentes techniques que vous pouvez retrouver dans la matrice Mitrattack. C'est une base de données de connaissances partagée par la communauté cyber mondiale. Donc, ce sont des ID, des identifiants. Donc, en tapant sur Google, vous pourriez voir à quoi ça fait référence justement.
Donc, comme je le disais, au niveau des moyens de défense, donc l'attaque essayait le rançon logiciel essayait de s'évader des mécanismes de défense en utilisant ces techniques que voici. Donc, en ce qui concerne l'organisme, il s'agissait de la technique 14 T1490 et finalement, l'impact, c'était l'extorsion financière et le chiffre, le cryptage, on va dire, des données à froid. Voilà. Donc, la cible, encore une fois, elle est gardée secrète, mais il a été observé que ce même groupe cible des entreprises, des PME, même des grandes entreprises. Donc, aujourd'hui, on va dire, c'est le seul groupe de cybercriminels mondialement connu qui a attaqué frontalement l'État guinéen. Je vais revenir aussi sur le deuxième cyberincident marquant. Il s'agit de la cyberattaque contre la SOGIAC. C'est la société qui gère l'aéroport international Ahmed Sékou Touré. Le 8 février 2024, on a observé que le site web de l'aéroport a été la cible d'une cyberattaque qui a entraîné sa défiguration, autrement son défacement. C'est-à-dire que les attaquants ont effacé le contenu du site web et ils y ont affiché des messages de propagande. Donc, l'attaquant qui opérait sous le pseudonyme de Anonymous 224 a revendiqué cet acte comme étant une protestation contre le musellement de la presse et la restriction d'Internet en République de Guinée. Son modus operandi a été observé aussi sur d'autres sites web, notamment le site web de Guinea Investment Forum et le site web de l'Office de régulation des agences de sécurité et de la protection civile. Mais sur ces derniers, il n'a pas réussi à avoir accès et pouvoir effectuer le déplacement comme ça a été le cas pour l'aéroport international Ahmed Sékou Touré. Donc, on a par la suite vu le communiqué de la SOGIAC qui a précisé qu'aucune donnée n'a été exfiltrée, mais que effectivement, il y a eu des perturbations au niveau du portail. Donc, il s'agissait du portail web et du site web. Donc, faites quand même la différence entre site web et application web. Donc, le site web, ça reste un portail, une vitrine, donc, qui présente des informations de façon statique de la SOGIAC ou de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré. Et que finalement, l'attaquant ou les attaquants ont revendiqué, bien qu'ils aient revendiqué détenir des informations de l'aéroport. Donc, cela n'a pas été prouvé, aucune exfiltration de données n'a été observée. Et très rapidement, donc, l'incident a été clôturé, puis les services ont été remis en place. Donc, on peut lire ici donc, le message de propagande de ce groupe. Et lorsqu'on veut faire le profil, par exemple, on veut établir le profil de ce groupe ou de cet attaquant, ils opèrent au nom de Anonymous 224, autrement Anonymous GN aussi. Donc, le type d'attaque qu'ils opèrent, c'est des déphasements de sites web qui pointent vers la technique T1491. Et leur motivation, c'était simplement de l'activisme et du sabotage de l'État guinéen. Donc, ils ont ciblé de façon générale l'aéroport de Conakry, le Forum d'investissement en Guinée et également l'ORA SPC qui relève de l'État guinéen. Donc,
Alors, c'était quoi finalement, c'est quoi les recommandations stratégiques destination donc de l'ANSSI et même des entreprises? C'est qu'aujourd'hui, l'ANSSI, donc, comme ça a été pointé dans l'analyse de l'Union internationale des télécommunications, manque de compétences clés qui ont une expertise en cybersécurité, notamment en réponse des incidents, en investigation, et également en analyse des malwares. Donc, il est recommandé donc, de rejoindre les communautés internationales, à savoir l'Africa CERT et le FIRST, qui sont des communautés où se retrouvent plusieurs pays, plusieurs services de réponse aux incidents ou de gestion des crises cyber, qui partagent régulièrement des connaissances, des informations utiles en lien avec des attaques qui ciblent certains pays ou certaines régions du monde. Donc, ça lui permettra d'améliorer ses mesures techniques, de développer ses capacités et également d'améliorer les mesures de coopération. Par rapport aux menaces de désinformation, de fraude, donc on recommande l'utilisation de la blockchain pour limiter ces désinformations qui n'honorent pas donc ni l'auteur ni les victimes. Alors, en conclusion, bien que la Guinée soit la cible de cyberattaques, on peut aujourd'hui affirmer qu'elle ne connaît aucune fuite de données publiques revendiquée jusqu'à date. Et donc ça, c'est une bonne nouvelle, mais c'est aussi quelque part un faux sentiment de sécurité, hein, parce que, comme vous le savez, dès les premières secondes où on ouvre notre système d'information au monde, il y a des bots, il y a des personnes qui vont essayer tout de suite d'effectuer des attaques. Donc, c'est pas parce que on n'a pas de fuite de données revendiquée qu'il n'y a pas de fuite de données. Donc, l'information, on s'entend bien que c'est des fuites de données qui sont revendiquées de façon publique. Donc, heureusement d'ailleurs pour nous, parce que sinon, ça serait la catastrophe, hein, parce que, comme je le disais, il y a plein d'opportunités pour les attaquants à s'attaquer à des infrastructures guinéennes. Donc aujourd'hui, l'ANSSI et le gouvernement guinéen déploient des forces soutenues pour pouvoir venir en aide aux organismes, aux entreprises et aux individus dans ce sens-là. Donc, comme je le disais, cette posture-là pourrait rapidement changer, surtout dans un monde où la géopolitique est bouleversée. Donc, la Guinée peut être la cible même de ses partenaires. Hein. Donc, il faut évaluer la menace à tous les niveaux. Super, merci. Écoute, oui, il reste encore quelques slides. Donc, bien que la Guinée soit aujourd'hui dotée d'une agence à compétence nationale et d'un cadre juridique adéquat, elle doit quand même continuer à se préparer aux menaces cyber, surtout d'origine étatique et para-étatique, qui sont de plus en plus sophistiquées. Et donc, puisque en Guinée aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de muscles cyber, donc ça risque d'être problématique si on s'attaque à toutes les infrastructures à la fois. Donc, ce qu'on recommande, c'est de faire régulièrement des exercices de cyberdéfense, comme on le voit dans d'autres pays, d'investir massivement dans la création d'écoles de cybersécurité et de cyberdéfense, d'œuvrer pour la coopération, d'œuvrer pour l'effort global à travers la coopération et le partage de connaissances. Et comme on le dit, si vis pacem para bellum, c'est-à-dire que si tu veux la paix, il faut préparer la guerre. Et aujourd'hui, donc, la France a compris, et on peut voir dans ces 3 documents clairement la stratégie de la France vis-à-vis de la 3e guerre mondiale, 3e potentielle guerre mondiale qui sera cyber,
Donc, elle définit notamment son plan de lutte informatique défensive, de lutte informatique offensive et de lutte informatique d'influence. Donc, la Guinée devrait s'en inspirer dans les mois et les années à venir. Alors, pour clôturer, donc, je remercie l'association Sécurité Mindset pour l'invitation, la collaboration franche de l'ANSSI Guinée pour le partage et pour de m'avoir permis de présenter certains éléments qui, quand même, sont un peu critiques, mais de façon à vulgariser un peu ce que fait l'ANSSI, ce que fait ses partenaires et à quoi ça sert de faire un peu, de s'engager un peu auprès de l'ANSSI, donc au quotidien. Je remercie aussi l'association Guinéenne Cyber Security Task Force dont je suis le fondateur et les membres aussi qui m'ont permis donc d'aboutir à cette présentation. Également à l'association des professionnels de la sécurité et de l'information en République de Guinée, qui est une association en cours de création. Donc, pour revenir sur ce qu'on a vu dans ce webinaire, on a parlé de l'état de la cybermenace en Guinée. On a vu, on a parcouru de façon brève d'introduction le portrait de la Guinée, le rapport d'activité de l'ANSSI des 3 dernières années, de façon plus comestible pour un public diversifié. Dans ce rapport, on a parlé des sources de données de l'ANSSI, du périmètre couvert par ses études, de l'état de la menace qui a été observé et de 2 incidents, de 2 cyberincidents marquants au sein de l'ANSSI et qui ont guidé la stratégie de l'ANSSI pour les années à venir. Donc, on a parlé aussi de quelques recommandations stratégiques et finalement de la conclusion. Donc, pour ma part, je rappelle que je suis formé sur Kononamou et j'ai eu le plaisir de vous présenter ces éléments. Donc, je me prête à vos questions s'il y en a. Sinon, je vous remercie pour votre attention. Très bien, merci à toi. J'ai pris énormément de plaisir à t'écouter et c'était une très, très belle présentation. Donc, merci pour ta belle contribution à la construction vraiment de cet écosystème. Je pense que pour ne pas trop prendre la parole, je pense qu'il y a énormément d'entrepreneurs aujourd'hui dans l'audience. On va essayer de laisser la parole s'il y en a des questions. Donc, n'hésitez pas à activer votre micro et poser des questions, parce qu'on a aussi des thématiques vraiment très intéressantes qui sont d'actualité. Et donc, on constate que malheureusement, il y a très peu de chiffres. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas de chiffres on peut être une victime qui s'ignore. Donc, ça, il a très bien appelé. Et voilà, donc on manque aussi des compétences. On manque de compétences, il faut des formations, il faut des écoles, il faut beaucoup de sensibiliser. À la fois les acteurs publics, privés, les écoles, les parents. Donc, je pense qu'il y a énormément de travail à faire sur ce truc-là. Donc, si vous avez une question, je vois, il y a Prospect qui a une question. Donc, tu peux activer ton micro et poser ta question à d'autres invités. Bonsoir à tous. Bonsoir. Oui. Donc, je salue cette initiative. Je salue, comment on appelle ça, Michel Nanamou et tous les participants. Moi, je suis Prosper Guilavogui, conseiller technique à l'ANSSI Guinée. Donc, je voulais juste apporter, bon, c'est peut-être une petite information par rapport au manque des problèmes de compétences, certes, mais vous savez que l'ANSSI est une agence gouvernementale. Garder sa capacité de garder des ingénieurs de haut niveau, ce n'est pas évident que nous puissions les payer. Alors, la stratégie que nous sommes en train de mettre en place, si ce ne sont pas des fonctionnaires, nous avons décidé de mettre en place une stratégie d'accréditation des prestataires de confiance. Parce que nous avons constaté dans certains trucs, il y a eu certaines attaques où ce sont certains prestataires qui étaient derrière. Donc, nous allons certifier, accréditer des prestataires de confiance en matière de sécurité. Il y a toute une procédure à mettre en place. Et puis, lorsque nous aurons, si nous sommes submergés ou bien des trucs, nous pourrons leur confier des missions. Donc, c'est comme ça que nous souhaitons régler le problème
comment on appelle ça, de problèmes de moyens humains, quoi. Donc, je vous remercie beaucoup. C'est très bien. Moi, j'avais participé à l'atténuation de l'attaque de l'aéroport, l'atténuation de l'attaque à la PIP, l'autre société de protection. Les gens ont compris que, bon, sinon, j'ai dit bravo. Merci à vous, M. Prosper, pour votre intervention. Donc, s'il y a des questions, Mamadou Mourouba. Oui, je voudrais préciser que Prosper, c'est également un pilier de la cybersécurité en Guinée. Il est très engagé. Il est aussi membre de l'association dont j'ai parlé tout à l'heure, l'association des professionnels de la sécurité et systèmes d'information en Guinée. Et il a un œil un peu partout. Donc, on va dire c'est le couteau guinéen. Super. Pour ne pas dire couteau suisse. Super. Merci à vous pour cette intervention. Monsieur, on va prendre la question d'abord de nous et ensuite Souleymane, ce sera à vous. Du coup, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Désolé pour ma voix, je suis grave enrhumé là. Et avant tout, merci pour la présentation. Merci à Diawara pour le webinaire et à Moussa pour le partage du savoir. Et en fait, moi j'ai une question. Moi j'ai une question. Et, par exemple, dans un cas, là où une société, par exemple, une start-up ou une société est attaquée en Guinée, est-ce que l'ANSSI viendra au secours à l'entreprise attaquée? Et si oui, quelles sont les démarches pour ne pas que la société puisse perdre les données? Par exemple, si c'est une base de données qui est attaquée et tout, quelles sont les démarches que l'ANSSI va poser pour pouvoir supporter à cette société? Oui, c'est une bonne question. J'aurais dû d'ailleurs parler de la procédure. Effectivement, il y a une plateforme qui est mise en place. Comme je le disais, il y a la plateforme Jamasutra, mais il y a également un numéro vert qui est présent. Donc, si c'est un cas urgent, il faut appeler ce numéro-là. Comme ça, il y a des opérateurs qui vont prendre en charge la plainte par voie orale et puis analyser, puis aiguiller vers la bonne équipe opérationnelle qui va ensuite vous apporter toute l'expertise nécessaire. Puis pour la plateforme, ça reste quand même un moyen plus, comment on va dire ça, formel pour pouvoir garder la traçabilité en tout cas des activités qui sont menées par l'ANSSI et qui lui permet donc d'évaluer sa performance donc au bout d'une année d'exercice. Donc, de façon plus concrète, lorsque vous observez au sein de votre organisation, déjà, ça dépend de l'organisation. Hein. Donc, si c'est une organisation qui est classée comme étant un organisme à importance vitale, à ce moment-là, elle devient prioritaire sur une entreprise, sur une PME, par exemple. Donc, en contactant le numéro vert, si c'est un cas d'urgence extrême, il faut contacter le numéro vert disponible sur le site. Si c'est relativement urgent, à ce moment-là, ils vont vous rediriger vers la plateforme pour signaler donc l'incident et ça va être pris en charge. Donc, dépendamment du type d'incident, dépendamment de la disponibilité, dépendant de plusieurs autres facteurs, votre demande va pouvoir être traitée avec toute l'attention requise. Donc, je vais laisser peut-être, il y a Prosper qui voulait, je ne sais pas, rajouter quelque chose. Oui, effectivement, je voulais rajouter quelque chose. C'est une très bonne question. Donc, la plateforme Jamasutra a été mise à disposition pour les signalements d'actes de cybermalveillance. Déjà, ce qui est très intéressant, c'est que depuis la mise en place de cette plateforme, parce qu'il y a deux étapes dont il faut bien faire la distinction, la culture de signalement a été instaurée. Les gens, aujourd'hui, quand ils ont une attaque, ils signalent au 10-17. Donc, il y a des opérateurs qui sont sur place. Moi-même, j'ai un téléphone où un des numéros est routé dans le truc, même si c'est à minuit, 1h du matin. Lorsque je reçois, si les gens ne sont pas sur place, on n'a pas tout automatisé encore, mais moi, je peux recevoir aussi sur mon téléphone un appel de 10-17. En fonction de l'urgence, nous pouvons, comment on appelle ça, orienter.
Et comme je vous le disais tout à l'heure, si nous sommes submergés, nous sommes en mesure de faire appel à nos prestataires de confiance qui ont été accrédités à l'ANSSI. Donc, c'est le 10-17. Il peut être, vous pouvez l'appeler à tout moment. Merci beaucoup. Ça répond un peu à ta question? Oui, ça répond et je remercie déjà la chaîne qui est déjà effectuée, la chaîne déjà présente pour ça, parce que c'est quelque chose de très important en fait. Parce que vu la croissance des startups en Guinée, il y a beaucoup de startups et du fait qu'il y a beaucoup de startups, il faut penser aussi à la sécurité. Vous voyez? Maintenant, j'aimerais poser une seconde question aussi. Est-ce que l'ANSSI a, comment je peux dire ça? Est-ce que l'ANSSI a une initiative pour pouvoir évangéliser les gens sur l'aspect cybersécurité, surtout côté startup, parce que actuellement en Guinée, il faut reconnaître, les startups sont en train de pousser de façon exponentielle. Vous voyez? Donc, du coup, est-ce que l'ANSSI a ça dans ses tâches, dans son portefeuille pour pouvoir évangéliser ces startups, que ce soit les utilisateurs Internet et tout ce qui s'ensuit, pas seulement les startups, surtout pour le phishing et tout ce qui s'ensuit. Oui, au nombre des missions qui sont confiées à l'ANSSI, il y a la sensibilisation, il y a la formation aussi. Donc, il faut savoir que l'ANSSI n'a pas non plus les moyens illimités, hein. Mais elle essaie de participer d'abord au renforcement des capacités de ces intervenants, puis par la suite, elle fait aussi de la sensibilisation tant que possible. Puis, lorsque vous avez des besoins, vous pouvez les exprimer directement, adressés à l'ANSSI, et ils pourront être pris en considération. Donc, notamment si vous avez des besoins de sensibilisation, vous pouvez juste envoyer un courriel ou un courriel, oui, à l'ANSSI pour leur dire que, OK, on a besoin de sensibilisation dans tel domaine. Donc, c'est souvent des initiatives comme ça que vous pouvez prendre et qui vont changer complètement la donne au sein de vos équipes pour un peu cultiver pour avoir la culture de la cybersécurité dans vos différents projets. Donc, oui, l'ANSSI a ça dans ses missions, mais l'ANSSI ne peut pas le faire à la fois pour tout le monde. Donc, il faut exprimer ses besoins. Je pense que pour appuyer un peu ton propos, Formoussa, en fait, c'est comme l'ANSSI France ici. L'ANSSI France ne permet pas de faire tout. L'ANSSI France va s'appuyer sur des associations, des personnes de bonne volonté afin de déployer tout le dispositif sur le territoire national. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire au travers des associations comme Security Mindset, comme Unité Cyber Task Force. Vraiment, essayer de créer cette chaîne-là afin de faciliter un peu la tâche à l'ANSSI. L'ANSSI, c'est l'institution. Derrière, il faut que l'institution ait des bras droits ou des bras opérationnels afin de vraiment toucher le citoyen lambda à l'autre bout de la Guinée, en fait. Parce que voilà, déployer tous c'est pas facile. C'est ça. Et même en France, il y a aussi des sortes sectorielles. Donc, dépendant de votre secteur, vous pouvez faire partie d'une certaine sorte pour pouvoir répondre à vos problématiques communes. C'est ça. Moi, j'avais juste une question pour juste faire suite de la question de Moreau, en fait, c'est est-ce qu'aujourd'hui les entreprises en Guinée ont pour obligation de déclarer les incidents? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est juridique? Parce que enfin, les gens ont tendance à camoufler, hein. On peut être une victime qui s'ignore. Des fois, on a tendance à dire, lorsqu'on communique sur un incident, ça peut porter préjudice peut-être au business, alors que c'est tout l'inverse. Communiquer, ça rassure, c'est gage de crédibilité. Est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises en Guinée, il y a un dispositif juridique qui oblige, comme ici, hein, en fonction de la classification de l'entreprise OIV, entreprise service essentiel, est-ce qu'aujourd'hui, l'ANSSI ou le ministère tutelle oblige les entreprises à déclarer les incidents? Alors, on ne va pas trouver ça comme tel en Guinée pour le moment, mais il y a une certaine, de façon plus, on va dire, explicite, donc non déclarée, les entreprises ont l'obligation de faire cette déclaration-là. Parce que, premièrement,
ça permet, parce qu'une entreprise sous une cyberattaque, quand on est sous cyberattaque, et qu'on n'a pas forcément les compétences, ça peut devenir un vrai calvaire. Ça peut mettre un terme. Donc, on peut tout perdre en un temps record. Également, l'ANSSI peut réutiliser donc, les informations qu'elle a collectées chez vous pour pouvoir voir comment l'opérationnaliser au sein des autres organisations, au sein des autres entreprises qui œuvrent dans le même secteur ou qui ont à peu près les mêmes infrastructures. Mais à date, à ma connaissance, il n'y a pas vraiment d'obligation tacite, mais il y a des obligations non tacites qui existent et qui font que aujourd'hui, donc c'est l'intérêt aussi pour l'ANSSI de faire de la communication parce que il y a des entreprises qui ne connaissent pas l'existence de l'ANSSI. Et c'est l'une de ses missions de se faire d'abord connaître au niveau national et puis par la suite que les entreprises se sentent à l'aise de faire cette déclaration. Il n'y a pas de honte à dire qu'on a été victime d'une cyberattaque, mais la honte, c'est de se taire et puis de voir ces informations diffusées ou utilisées publiquement, puis ternir l'image de l'entreprise ou voire même disparaître l'entreprise. Donc, si en cas de cyberincident, si vous ne pouvez pas contenir l'incident, il faut remonter l'incident à l'ANSSI qui, elle, a d'autres moyens, d'autres mesures pour vous apporter de l'assistance technique, organisationnelle et même en termes d'investigation pour porter formellement plainte contre les victimes auprès de l'instrument de justice. Nous avons une question de Gérard. Donc, est-ce que vous pouvez activer votre micro, s'il vous plaît? Oui, Jérémy Collier. Est-ce que vous nous entendez? Oui. Oui. Oui, je vous attends, merci. Oui. J'espère que vous me recevez également. On t'entend très bien. Ok, c'est bon, merci. Ok, merci. Moi, c'est Jérémy Collier, je suis le directeur de Bell Securitas. D'abord, je commence par dire merci à Nanamo et merci également à tous les intervenants. J'ai juste une question. J'ai une question vis-à-vis de la plateforme Zamastura. C'est par rapport au signalement. Il y a un moment, je ne sais pas si j'avais remonté, mais est-ce que cela a été implémenté, c'est-à-dire permettre aux gens de signaler aujourd'hui certaines activités de façon anonyme? Parce que ça aussi, ça crée problème. Il y a les gens qui ne veulent pas que leur identité soit dévoilée lorsqu'ils signalent un acte. Quand on prend par exemple les harcèlements, etc. Mais est-ce qu'aujourd'hui la plateforme a pensé à ça ou bien est-ce que cela a été intégré pour permettre aux citoyens guinéens de signaler des actes malveillants, mais de façon anonyme, pour permettre de couvrir au moins voilà, certaines choses, quoi? Je ne pense pas que ce soit pris en charge, mais je ne vois pas non plus l'intérêt de faire des signalements anonymes. Si l'intérêt, c'est de se faire aider. Donc, si on souhaite se faire aider, on fait le signalement. On peut également faire le signalement pour que ce soit pris en considération dans les statistiques ou que ce soit partagé aux autres. Prenons un exemple. Aujourd'hui, on a un prestataire de services qui développe la plupart des sites des entreprises. Puis, elle a toujours la même manière de faire. Donc, si l'un de ses clients se fait attaquer, parce qu'il y a la même vulnérabilité qui va se dupliquer sur ces autres CMS, il a tout intérêt à déclarer cet incident pour que pour qu'on puisse mettre la main sur la source de l'incident et puis pouvoir contacter les autres clients pour corriger donc la faille ou la vulnérabilité avant que elle ne soit à leur tour, ils ne soient à leur tour victimes de cette même attaque. Donc, les particuliers, les entreprises ont tout intérêt à déposer donc leur signalement auprès de l'ANSSI, qui est, je répète, l'agence à compétence nationale pour ces types de problématiques-là. Donc, c'est l'unité centrale, en fait.
On ne peut pas aller à l'hôpital et puis cacher donc sa maladie à son médecin. Ok, c'est bien noté. Deuxième point, c'est toujours l'accès à la plateforme Sutura. Je ne sais pas si c'est à mon niveau. Il y a 2 semaines que j'ai voulu faire. Je n'ai pas vérifié aujourd'hui ce que j'ai dit. Il y a 2 semaines que j'ai voulu, par exemple, créer un compte pour pouvoir remonter certaines infos, mais très malheureusement, j'ai constaté qu'au lieu de créer, on me demandait de mettre un nom d'utilisateur et un mot de passe pour me connecter, alors que je n'avais pas un compte. Donc, je me suis vu, voilà, disons... C'est ça. Donc, cela est dû au fait qu'il y a un nombre important de signalements actuellement en cours de traitement et que la plateforme a atteint sa capacité. Donc, ça sera prochainement ouvert à de nouveaux signalements, mais en cas d'urgence, il faut appeler je pense que c'est le 10-17. D'accord, c'est bien noté. Merci, c'était ça. Okay, avec plaisir. Je pense que si je peux me permettre en fait de proposer quelque chose avec l'ère des IA aujourd'hui, l'ANSSI, moi ça me fait, c'est pas un choc, enfin, comment je peux dire, quand une plateforme surtout portée par une institution aussi respectable qui est l'ANSSI Guinée, dit qu'on a atteint notre limite, je pense que c'est assez regrettable en fait. Mais il y a demain aujourd'hui, enfin, il y a les IA qui peuvent au moins filtrer 80% de certaines analyses ou de certains incidents. Et je pense que c'est des choses que peut-être l'ANSSI pourra intégrer demain pour éliminer beaucoup de déclarations ou de trucs qui ne sont pas très, très factuels en fait. Et voilà, c'est juste entre parenthèses. Comme ça, assez dommage. C'est ça. Salut, en fait, il y a des robots, il y a des gens qui s'amusent à créer des scripts pour remplir les champs et inonder donc les informations. Mais ça, c'est une belle recommandation par contre. Puis l'autre recommandation aussi qu'on pourrait faire, c'est d'avoir une plateforme grand public et une plateforme dédiée aux entreprises. Mais même ça, il y a quand même, il y aura toujours ces genres de situations. Moi, je salue vraiment ce que l'ANSSI est en train de faire en Guinée. Hein. Donc, par rapport à certains pays africains, je peux dire quand même, on commence à avoir certaines maturités. Il y a des pouvoirs publics qui essayent vraiment de mettre le nom. Et je pense que le chemin est long, mais voilà, on est quand même sur la route. C'est ça. On va prendre la question de Lamarana Diallo. Lamarana, monsieur Lamarana, est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends. Bonsoir. Bonsoir. Je me nomme Diallo Lamarana. Je suis à l'ANDE, l'Agence nationale de digitalisation de l'État, une agence qui est sous la tutelle du ministère des Postes et Télécommunications et de l'économie numérique. Je salue de passage monsieur Prosper, et on est tous dans la même association, les professionnels de la cybersécurité. Et merci pour la présentation et merci dans l'ensemble. Ma question s'adresse à l'ANSSI aussi. Est-ce que l'ANSSI arrive à faire une cartographie des attaques annuelles pour faire un bulletin d'information? Si une attaque elle est faite, si elle est bien cartographiée, ça peut permettre aux autres entités qui ont connu la même attaque ou bien de se préparer face à des attaques pareilles. Ça nous permettra d'être informés en amont. Et l'autre, c'est juste appuyer ce que le monsieur vient de dire. Si l'ANSSI déploie une infrastructure comme ça, il Diama Sutura où là on fait le signalement, si je pense bien c'est ça, mais c'est pas évident de dire quelqu'un veut envoyer une information pour un signalement et que l'ANSSI nous informe, c'est à dimension nationale. Donc, si on doit mettre quelque chose à la place publique pour les citoyens, on doit dimensionner l'infrastructure qu'on doit mettre à la place publique. Parce que on ne doit pas blaguer avec la sécurité. Si moi, j'ai une information que je dois partager en temps réel et qu'on me dise les ressources ne sont pas disponibles pour que l'information soit partagée en temps réel avec l'institution qui est en charge de m'assister pour résoudre le problème, ça c'est moi je me dis c'est un problème. Donc c'est des
problèmes Alors, qu'on doit corriger. Ça, c'est... merci. Voilà. Merci, Lamarana. Je me suis peut-être mal exprimé. Je disais que c'est pas que la plateforme n'est pas disponible, Mhm. c'est que il y a beaucoup de demandes qui sont en cours de triage en ce moment. OK. Donc, en rajouter, ça ne sert à rien. Puis, en cas d'urgence, il y a toujours Mhm. une ligne qui est ouverte. Donc, en cas Mhm. d'urgence, d'extrême urgence, on appelle le Mhm. 10-17. Mhm. Donc, ça, c'est des dispositions actuellement en place pour Ouais. pouvoir garder quand même le minimum de services. Et par ailleurs, donc, ta question, en revenant sur ta question pour la diffusion des bulletins d'information, c'est que l'ANSSI est en train, en ce moment, de créer le SORT national, donc qui sera l'équipe dédiée pour rédiger, diffuser des alertes ou des bulletins d'information qui concernent généralement donc la Guinée. OK. Voilà. OK. Ma dernière question, ça Si c'est tu purement... oui, oui, en plus, je veux rajouter, c'est que actuellement, d'ailleurs, ils avaient publié récemment qu'ils sont à la recherche de 4 ingénieurs SOC. Donc, c'est l'occasion de le dire. Donc, si dans l'audience, il y a des gens qui ont ces compétences-là, ils peuvent manifester leur intérêt. Super. Je pense qu'on commence à... c'est très intéressant les discussions. Je pense qu'on va prendre une dernière question peut-être. Parce que ça fait quand même 1 heure et quelques qu'on est là. Et Non, moi, on peut donner la chance aux autres d'intervenir. oui. Merci vraiment. Merci. C'est bon avec des webinaires pareils pour qu'on partage nos retours d'expérience et pour mieux amener l'écosystème numérique de notre pays à avancer, à être efficace et robuste en termes de sécurité. Merci vraiment dans l'ensemble. Complètement en phase avec vous. Donc, merci à vous. Donc, c'est très intéressant. Merci à toi, Antoine, encore une fois de plus. Est-ce qu'on va prendre une dernière question? Après, on laissera le mot de la fin à notre invité. Est-ce qu'il y a une dernière question? Sinon, moi, j'avais des questions, mais je pense qu'on n'aura pas l'occasion de les aborder toutes. Je pense qu'il y aura aussi d'autres sessions qui viendront dans la même optique. Est-ce qu'il y a une question? J'aurais une question en fait. Désolé déjà, je suis venu en retard parce que voilà, compte tenu. Oui, c'est ça. Ok. Ok. Donc, j'ai pas vraiment bien suivi. J'ai pas suivi en fait le début du webinaire. Je voulais savoir est-ce que la session est enregistrée, donc si c'était ça votre question, elle sera diffusée sur YouTube et sur nos plateformes. Exactement. Ok, donc, d'accord. voilà. Okay. Donc, si c'est ça votre question. Oui, c'était ça ma question. Ok, très bien. Ok, merci à vous pour votre intervention. Ok, donc, je pense que s'approche de la fin de notre webinaire. Et mot de la fin, avant de te donner la parole, Famoussa, je tiens vraiment à te remercier pour ta belle contribution et je sais que tu es quelqu'un de très engagé donc, à mettre en place et aussi à sensibiliser, à évangéliser l'écosystème leader. Je pense que voilà, c'est un message qui s'adresse à tout le monde. Donc, la sécurité, c'est une question vraiment, au-delà des aspects techniques, c'est d'abord vraiment une question de comportement. Ok? Il y a des gestes qui peuvent paraître anodins, protéger le mot de passe. On sait que ça peut paraître vraiment trivial pour des personnes qui ont cette compétence, mais je pense que aujourd'hui, toutes les entreprises ou les fintech, tout le monde doit vraiment œuvrer dans ce sens. Lorsque vous développez des applications, implémentez le minimum de protection, notamment sur les mots de passe. N'acceptez pas vraiment qu'il y ait des mots de passe 1, 2, 3. Le but, c'est de trouver un équilibre. Ce n'est pas de complexifier le mot de passe parce que voilà, un mot de passe complexe, c'est perdu. Et perdu, ça veut dire que voilà, donc on sera obligé de le noter sur un post-it. Donc, il y a toutes ces problématiques à traiter. Donc, on a d'autres sessions vraiment orientées développeurs parce que aujourd'hui, c'est vrai, il y a une belle dynamique et c'est à saluer. Et, il faut vraiment sensibiliser vos collaborateurs. Je pense qu'il y a très peu d'entreprises aujourd'hui en Guinée qui organisent des campagnes de phishing tous les 3 mois, tous les 6 mois. L'attaque peut venir de l'intérieur tout comme de l'extérieur. Donc, il y a ces éléments-là à préciser.
Donc, je ne vais pas être très bavard. Et donc, je remercie encore une fois tout le monde d'avoir assisté à ce webinaire-là. Et je te laisse la parole, Moussa, pour conclure. Et pour ma part, donc, au nom de toute l'association Security Mindset, donc, je tiens à vous remercier pour votre présence et votre contribution sur ce webinaire-là. Merci Saliou. Merci à tous pour la participation, puis pour les questions qui étaient fort intéressantes. Pour continuer davantage la discussion, donc vous pouvez me rejoindre sur mes différents canaux sociaux. Je vous invite aussi à vous engager auprès de l'ANSSI, donc à être des cyber-réservistes, à apporter votre contribution à l'édifice d'un écosystème sain, sécuritaire pour tous et pour toutes. Donc, ce sont des associations, des efforts des associations comme Security Mindset, Women Cyber Security Task Force, qu'il faut saluer, qu'il faut encourager. Puis aujourd'hui, donc, je lance aussi un appel solennel au gouvernement. Donc, c'est un appel personnel à pouvoir doter de l'ANSSI des moyens nécessaires. Donc, ça commencerait par créer, donc, s'il faut, un ministère dédié pour la cybersécurité, comme on le verrait ici, par exemple, au Québec, où je suis présentement, ou même aux États-Unis, où on a des commandements de cyberdéfense, en France aussi, commandement de cyberdéfense. On a des établissements qui forment dans ce sens-là. Et donc, ce sont des projets d'envergure, des projets stratégiques que le gouvernement peut envisager dans les années à venir et qui permettront de former des compétences qui vont être dédiées spécifiquement à ce type de problématiques. Donc, la question aujourd'hui n'est pas de savoir est-ce qu'une entreprise ou un État est attaqué, mais c'est de savoir comment on va pouvoir se défendre face à une cyberattaque. Donc, on est forcément à un moment donné attaqué. Donc, ça, c'est certain. Il faut donc pouvoir préparer la façon dont on répond à ces attaques-là. C'est comme dans la vie, hein, lorsque vous promenez dans la rue, vous êtes toujours sur vos gardes face à quelqu'un qui vous attaquerait au couteau ou par un fusil. Donc, c'est la même chose sur le numérique. Rien ne change. C'est juste le terrain qui change. On quitte le monde physique vers le monde virtuel. Et donc, il faut avoir les mêmes réflexes. Et donc, pour finir, je vous remercie et puis à bientôt dans d'autres webinaires. Merci à toi et merci à vous. Et donc, sur ce, bonne soirée et à très vite. Donc, portez-vous bien. Bye bye.